Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 17 au 25 juillet 2023, la première phase de la première lune d'été, enfin, puisque la précédente nouvelle lune avait commencé avant le début de l'été, c'était le 18 juin, et bien maintenant nous sommes le 17 juillet, j'enregistre cette vidéo à votre intention afin que vous puissiez suivre tout au long de la semaine qui vient, la période du moins, cette première phase de la première lunaison, donc de la nouvelle lune au premier quartier, le 25, même le 26 à 0h06 à notre montre. Et comme ça, vous pourrez savoir ce qu'il y a à voir, tout ce qui se passe comme événement céleste et les conditions d'observation. S'il y a lieu, le ciel s'annonce au moins de temps en temps beau. La température est clémente le soir, donc je vous invite à prendre connaissance de tout ce que nous allons pouvoir voir au cours de cette semaine. Eh bien, c'est parti. Donc, de la nouvelle lune le 17 au premier quartier le 25 juillet, que se passe-t-il? Donc, nouvelle lune, bien sûr, pas de lune dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la lune noire. Elle se lève en même temps que le soleil, culmine à midi en même temps que lui, et se couche en même temps que lui à peu près. Donc, regardons ça dans le détail. Je partage la fiche PDF où nous avons toutes les infos résumées. Ça, c'est pour vous montrer tout à l'heure. Nous avons toutes les infos résumées de la semaine avec les couleurs qui donnent du relief. Hein. Vous avez la légende en haut. Donc en bleu, vous avez l'héliocentrique. Tout est dans le plan de l'écliptique, sauf ce qui est en marron, c'est dans le plan équatorial, et tout est en référentiel géocentrique, sauf ce qui est en bleu, c'est en héliocentrique. Donc en bleu, c'est ce qui se passe en héliocentrique, c'est-à-dire du point de vue du Soleil, en rose, en noir, en gris, en marron, en vert, c'est ce qui se passe en géocentrique. En rose, ce qu'on peut observer de la Lune avec les planètes ou du Soleil avec les planètes éventuellement. Et en noir, c'est quand on ne peut pas l'observer. Voilà. Et en vert, c'est quand on peut observer des configurations d'objets du système solaire avec des étoiles. Voilà, voilà. Donc, lundi 17, jour de la nouvelle lune, donc, commence avec Mercure qui rentre dans le signe de la balance en héliocentrique. À 5h45, le dernier croissant de lune était visible, hein, c'était déjà ce matin quand j'enregistrais, avec un instrument. Nous avions certainement le bénéfice du dernier croissant de cette nouvelle, de la précédente lunaison, donc qui était encore visible 13 heures avant la nouvelle lune, avec au moins des jumelles, et bien sûr très bas au-dessus de l'horizon, 1,5 degré, juste levé avant que le soleil qui arrive juste derrière ne le masque. Et donc, la nouvelle lune advient à 18h31, ben, c'est pratiquement, nous y sommes presque, à l'heure où j'enregistre, il est 18h20. Et nous arrivons, alors cette nouvelle lune est donc dans le 24e degré du signe du Cancer. La lune et le soleil sont devant la constellation des Gémeaux. La lune va atteindre sa latitude maximale, donc au plus haut par rapport au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, mardi 18 à 6h28, puis elle entre dans le signe du Lion à 6h39. Ensuite, elle était hors limite zodiacale nord, au-dessus du plan de l'équateur, au-delà de la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice de juin. Et donc, elle redescend déjà et elle rentre dans les limites, elle redescend, elle atteint sa déclinaison maximale
peu de temps avant, ça devait être le 16 juillet, elle a atteint sa déclinaison maximale, et donc elle redescend et rentre dans les limites zodiacales mardi 18 à 19h45. Et ce soir du 18, mardi 18, aux alentours de 21h50, chez moi à peu près, disons 1 heure à peu près après le coucher du soleil, tout juste, parce qu'après elle va disparaître, plutôt une demi-heure après le coucher du soleil, aux alentours de 21h50, eh bien, on peut voir le premier croissant de lune, sachant que le tout premier croissant de cette lunaison est visible en Corée. Donc nous, on a le soir du 18, on pourra voir le premier croissant de lune. On va le voir avec Stellarium. Et ce premier croissant est conjoint à l'amas de la crèche. Déjà, c'est difficile de voir le croissant de lune. Donc, l'amas de la crèche, c'est pas possible. Il se couche à 22h13, voilà. Et la lune se couche à 22h31. Chez moi, bien sûr, hein, il y a toujours des décalages. Et bon, c'est de l'ordre de quelques minutes. Et le temps entre les phénomènes est semblable à peu près, hein, pour la France métropolitaine. Globalement, à quelques minutes près, évidemment, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Mais bon, vous voyez ce que vous pouvez voir quand même dans votre ciel, même si ce n'est pas exactement le même que moi. Évidemment, si vous êtes ailleurs sur Terre, ça change beaucoup de donne, à part l'heure précise des conjonctions, de l'entrée des astres dans les signes, etc. Mais sinon, au niveau des conditions de visibilité, c'est ça qui change tout. Donc, continuons notre revue de la semaine. Et donc, mardi 19, 13h22, la Lune est conjointe à Mercure, un Mercure qui devient visible, du moins dans le sud de la France, peut-être avec un instrument, mais avec Vénus qui est de plus en plus bas et très brillante, et donc Mercure qui a une magnitude quand même qui est négative, donc relativement brillante, peut être repérée au moins avec des jumelles, si le ciel est dégagé, bien entendu. L'horizon est dégagé. Il faut un bel horizon déjà dégagé, il ne faut pas qu'il y ait de relief, et il faut que l'atmosphère soit pure, ce qui est rare. Mais bon, ça peut arriver. Alors, plus on l'attend, plus ça vient des fois, hein. Mercredi 19, toujours, ce mercredi 19, donc la Lune est conjointe à Mercure et Pluton est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, car c'est l'opposition du Soleil à Pluton le 19, donc un alignement Terre, non, Soleil, Terre, Pluton, ce qui fait qu'en héliocentrique, c'est une conjonction Terre-Pluton. En géocentrique, eh ben, nous avons le Soleil d'un côté et Pluton de l'autre. Donc Pluton se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Et donc elle est à ce moment-là au plus près de la Terre de l'année. Et donc c'est le mercredi 19 à 15h42. Elle est quand même à 33,8 pratiquement unités astronomiques, c'est-à-dire distance Terre-Soleil. Et ça nous fait 5 et des poussières de milliards de kilomètres. Évidemment, c'est l'astre au-delà de la dernière planète Neptune, sauf que des fois elle rentre dans son orbite à Neptune, comme c'était le cas dans les années 1980. Mais sinon, elle est de plus en plus loin. D'ailleurs, elle s'éloigne. Pluton s'éloigne du Soleil jusqu'en 2114, où elle sera à 50 unités astronomiques, alors que quand elle est au périhélie, au plus près du Soleil, comme c'était en 1987, eh bien, elle est à 29 unités astronomiques, et donc passe à l'intérieur de l'orbite de Neptune. C'est le moment d'en parler, puisque c'est le moment de l'opposition de Pluton. Bon, mais ce n'est pas encore l'opposition, elle arrive le 19. Alors, jeudi 20, la Lune est à l'apogée au plus loin de la Terre. Prendre la distance, la notion de distance est accentuée cette semaine. Donc, la Lune à l'apogée, jeudi 20, 8h57, à 406 307 km, soit 63,7 rayons terrestres. Et elle est conjointe à Vénus, jeudi 20. Alors, Vénus est 7 degrés au sud de la Lune,
On peut les voir dans le jour aux alentours de 16 heures à leur culmination. Donc, on a le soleil à droite, on peut voir le croissant de lune à peu près au sud. Si on le cherche, c'est dans les 60 degrés de hauteur. On va regarder ça aussi. Et donc Vénus est en dessous, après de 7 de un peu plus de 7 degrés en dessous. Et donc, en faisant très attention à ne pas regarder le soleil et surtout pas le viser avec un instrument qui est sur votre droite, vous pouvez prendre les jumelles, les mettre sur la lune et descendre, et vous devriez pouvoir voir Vénus dans le jour aux alentours de 16 heures. Et bien entendu, vous pouvez contempler le spectacle le soir au couchant. Une fois que le soleil est couché, c'est plus évident, Vénus rutile, bien qu'elle est de plus en plus bas et va très bientôt disparaître du ciel. Mais on en profite encore cette semaine, elle brûle de ses derniers feux, dirons-nous. Et ce jeudi 20, la Lune entre dans le signe de la Vierge et elle est conjointe à Régulus. Oui, tout ça se passe à côté de l'étoile Régulus. Donc Régulus qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Et cette semaine, donc après cela, Vénus s'arrête d'avancer sur l'écliptique, elle est stationnaire et elle va entamer sa rétrogradation. Elle sera en conjonction inférieure au Soleil le 13 août. Et donc, en fait, elle va être rétrograde du 21 juillet jusqu'au 3 septembre. Elle revient. Enfin, là, le 21, c'est dans le plan équatorial et c'est le 23 dans le plan écliptique. Donc, on va en reparler juste après. Et vous voyez, dans la différence entre le plan équatorial et le plan écliptique, eh bien, dans le plan équatorial, Vénus commence à rétrograder à partir du 21, 1h29. Ce jour, Mercure aussi arrive devant la constellation du Lion et elle va y rester un moment car elle aussi sera rétrograde du je vais vous redire ça, en tout cas, elle va rester devant le Lion en faisant des petits passages devant le sextant qui est juste en dessous du Lion, jusqu'au 1er octobre. Je vous dis, de quand à quand Mercure va être rétrograde. C'est du 24 août au 16 septembre, du 22e au 9e degré du signe de la Vierge. Elle restera donc dans le signe de la Vierge, devant la constellation du Lion ou du Sextant, jusqu'au 1er octobre. Vendredi 21 juillet, 8h35, la Lune est conjointe à Mars. Donc, cette semaine, la Lune est conjointe aux 3 planètes du soir, qui sont les 3 planètes rapides, Mercure, Vénus et Mars. Et donc, elle est en croissant de plus en plus gros, puisque c'est la première phase de la lunaison, je le rappelle. Elle se lève dans la matinée, culmine dans l'après-midi et se couche en première moitié de nuit, donc chaque jour un peu plus tard que la veille, en moyenne 1 heure. Et donc, on la voit donc cette semaine successivement conjointe à Mercure le 19, à Vénus le 20 et à Mars le 21. Mars, qu'on peut encore repérer en s'aidant de Vénus comme phare, qui reste un petit peu plus longtemps dans le ciel que Vénus, mais qui est bien sûr bien moins brillante. Le 21 aussi, le Soleil arrive devant la constellation du Cancer. Il était devant celle des Gémeaux depuis le 20 juin à peu près, je crois, le 20 juin. Et donc, il va rester devant la constellation du Cancer, traverser la constellation du Cancer, jusqu'au 11 août, où il arrivera devant celle du Lion. Quand il entre devant la constellation du Cancer, il est dans le 29e degré du signe du Cancer. Et donc, il va rentrer dans le signe du Lion. Mais avant, le Soleil est opposé à Pluton, donc c'est l'opposition de Pluton, comme on dit, dans le plan écliptique. Pluton est en dessous du plan de l'écliptique, de degré 40 minutes, descend. En ascension droite, l'opposition a lieu le 22 juillet à 20h01, et vous noterez qu'en ascension droite, c'est à 8h, le Soleil est 20h d'ascension droite pour Pluton et 7 minutes, c'est-à-dire en pré-signe Verseau, alors que dans le plan écliptique, il est bien revenu en Capricorne. On en reparlera dans les commentaires astrologiques. Et donc, si le Soleil est opposé à Pluton dans le plan écliptique, la Terre est conjointe à Pluton en héliocentrique. Si le Soleil est opposé à Pluton en géocentrique, j'ai dit dans le plan écliptique certes, mais en géocentrique,
la Terre est conjointe à Pluton, toujours dans le plan de l'écliptique, mais en héliocentrique. Et c'est donc toujours dans le 29e degré du signe du Capricorne, puisque c'est un alignement, il n'y a pas de déviation. Et dimanche 23, Vénus est stationnaire et donc entame sa rétrogradation dans le plan écliptique. Elle est rétrograde jusqu'au 4 septembre. Elle reviendra jusqu'au 13e degré du signe du Lion. Elle est actuellement dans le 29e degré et devant la constellation du Lion, donc je vous l'ai dit, à côté de Régulus. Donc le Soleil entre dans le signe du Lion le 23 à 3h50, soit 28 minutes plus tard, et il entre donc dans le signe du Lion. Il est dans le signe du Lion jusqu'au 23 août, 11h01, où il entrera dans celui de la Vierge. Dans le plan équatorial, il passe à 8 heures d'ascension droite, donc 8h, 10h, c'est le pré-signe Lion dans le plan équatorial, le 20 juillet à 23h19, donc toujours 2 jours et demi à peu près avant. Ça va? J'espère que ça va. Parce que c'est vrai que je fais que parler, alors je ne montre pas grand-chose. J'espère que ça vous convient. On va vite aller voir Stellarium. Donc, la Lune entre ensuite dans le signe de la Balance dimanche 23, 7h54. Elle se trouve dans le plan équatorial. On a vu qu'elle descendait en déclinaison cette semaine. Elle passe en déclinaison sud, donc dimanche 23 à 17h29. Dimanche 23, donc le Soleil entre dans le signe du Lion, donc la réciproque, c'est la Terre entre dans le signe du Verseau. Il y a un petit décalage dû au fait qu'on se réfère aux coordonnées apparentes de la date, qui sont les plus réalistes. Donc la Terre entre dans le signe du Verseau du point de vue héliocentrique, le 23, dimanche à 19h03. Lundi 24 à 7h08, en héliocentrique toujours, c'est Mars qui entre dans le signe de la Balance pour y rester jusqu'au 27 septembre. Nous arrivons à mardi 25 où la Lune est conjointe à l'étoile Spica, alpha de la Vierge, l'Épi, qui est donc l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge, qui se couche à 0h19 et la Lune, le 25, se couche, c'est le 25 à 0h30. On peut les voir dans la nuit du 24 au 25 et du 25 au 26. On va voir, la Lune passe de la droite de l'étoile le 24-25 à sa gauche le 25-26. Mardi 25 aussi, à nouveau en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Scorpion et il reste jusqu'au 4 août. À 17h05, le 25, la Lune passe à son nœud descendant, donc vous voyez en latitude écliptique, elle descend également, et l'axe des nœuds lunaires qui est rétrograde et passe de Taureau Scorpion à Bélier Balance. Et donc il va être en Bélier Balance, donc rétrograde jusqu'au 12 janvier 2025, où il passera en Poisson Vierge. Et voilà, mardi 25, nous approchons du premier quartier. La Lune entre dans le signe du Scorpion à 18h55 et à 0h06, donc le 26, c'est l'heure du premier quartier, dans le 3e degré du signe du Scorpion pour la Lune et du Lion pour le Soleil. La Lune est devant la constellation de la Vierge et le Soleil, celle du Cancer. Donc, qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine aussi? Beaucoup d'étoiles filantes. Bon, on voit les conjonctions aussi de la Lune avec les astéroïdes, pour info, et les astéroïdes à l'opposition du Soleil, donc le 22 juillet, cette semaine, Héra, 103 Héra, dans la constellation du Sagittaire. Les phénomènes observables des satellites de Jupiter, donc il faut regarder Jupiter avec un instrument, même de bonnes jumelles bien calées, permettent de voir les lunes de Jupiter. Après, pour voir les phénomènes, il vaut mieux un instrument plus puissant quand même. Du moins pour les passages, les transits ou le passage d'ombre devant la planète. Et c'est aussi le grand début de la floraison des étoiles filantes à partir de mi-juillet, n'est-ce pas, dans le ciel qui
toute la nuit, le ciel de toute la nuit. Nous avons les alpha capricornides jusqu'au 15 août, les delta aquarides sud jusqu'au 23 août, les piscis austrinides jusqu'au 11 août et les perséides qui commencent le 17 juillet et il y en a jusqu'au 24 août le maximum et le 13 août. Il y a aussi les états éridanides, donc l'éridan, bon, c'est un peu plus dur à voir pour nous, c'est assez au sud. Et les gamma draconides de juillet, ça c'est complètement au nord, elle ne se couche, la constellation du dragon ne se couche jamais, juste pour la semaine du 24 au 31 juillet. Non, le maximum n'est pas le 28 août, mais le 28 juillet. Je vois une erreur qu'il va me falloir corriger. Allez hop, je le corrige de suite, je risque d'oublier après. 28 juillet. Voilà, ça c'est fait. Merci à vous de votre indulgence. Ben, on s'en va sur Stellarium. Allez hop. Non, il y a peut-être encore une autre petite, deux ou trois petites choses intéressantes à se repérer. Donc, je vous ai dit, le croissant primeur de cette lunaison était pour la Corée. Ah oui, le 19 juillet, c'est le jour de l'an, premier jour de l'an, 1446 du calendrier de l'Hégire, donc le calendrier musulman, une année de 355 jours, donc parce qu'il y a des années à 12 mois et d'autres à 13 mois. Il y aura tous les détails dans l'article. Nous avons l'étoile Altaïr, donc Alpha de l'Aigle, qui passe au méridien la minuit le 19-20 juillet, donc la minuit qui est aux alentours de 1h57. L'équation de temps va atteindre son maximum, son second maximum négatif positif de l'année, le 26 juillet, donc on en parlera la semaine prochaine. Et voilà, c'est pour vous dire l'heure du minuit vrai, qui est pour le méridien de Paris, 1h57. Et nous avons l'amas de la crèche, donc, auquel est conjoint le tout premier croissant de lune, qui est donc invisible et qui entre dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 23 juillet, pour y rester jusqu'au 8 août. Donc ça veut dire que le soleil y est conjoint au milieu de cette période. Et maintenant, allons voir dans le ciel ce que nous allons voir. Donc ciel du soir, pas de lune, hein, nous sommes là le 17 juillet. 22 heures, le soleil se couche aux alentours de 21h30 chez moi. Donc un peu plus tard si vous êtes plus au nord, un peu plus tôt si vous êtes plus au sud, un peu plus tôt si vous êtes plus à l'est, un peu plus tard si vous êtes plus à l'ouest, au niveau de la montre. Donc dans le ciel du soir, la première qu'on voit briller encore, c'est Vénus, bien sûr. On pourra tenter de repérer Mercure, mais plus vers la fin de la semaine, son élongation au soleil s'accroît. On va regarder ce qu'elles font de soir en soir. Et au-dessus de Vénus, en dessous du ventre du lion, vous voyez ici, il y a Régulus qui marque la pointe du lion. Et bien, il y a Mars, alors avec un instrument, sûrement un peu plus tard. Donc déjà, regardons leur manège à ces trois planètes de soir en soir. Donc le 17, le 18, regardez Mercure qui s'avance, Vénus qui plonge. Le 19, donc la Lune est conjointe à Mercure, un fin croissant de Lune, le premier croissant de Lune, conjoint Mercure. Le 20, la Lune est conjointe à Vénus, enfin je trace l'écliptique, voilà, elle est conjointe à Vénus le 20, donc un croissant un peu plus gros que la veille, largement au-dessus de Vénus, je crois qu'il y a 7 degrés. Le 21, la Lune est conjointe à Mars, elle est passée de la droite à la gauche de Mars, un croissant de plus en plus gros. Alors, continuons à regarder nos planètes. Maintenant que la Lune est passée, le 22, voilà, vous voyez Vénus, Mercure s'en rapproche. Le 23, Vénus descend, Mercure se rapproche et devient plus facilement visible. On a Vénus, il faut l'horizon, évidemment, j'ai mis océan parce qu'il faut l'horizon parfaitement dégagé. Le 25, et voilà, et jusqu'au 26 au matin, si vous voulez. Donc, le 26 au soir, pardon. Alors, revenons au 25, on s'arrête là, normalement. Donc, on peut chercher, vous voyez, la config. Donc, vous voyez Vénus, vous prenez vos jumelles, un horizon parfait, bien entendu, et vous pouvez peut-être trouver Mercure
et encore trouver Mars, qui se couche un peu plus tard. Donc, non, c'est trop. On va passer 2 minutes en minutes. Voilà, 22h30. On voit encore Mercure. Mercure se couche. Donc, 22h15 pour essayer de voir Mercure, jusqu'à 22h30 pour essayer de voir Mars. Bon, ben voilà, on est arrivé donc au jour du premier quartier, le 25. La Lune, donc, j'ai changé les informations. La Lune culmine aux alentours de 19h30, se couche à peu près au milieu de la nuit. Donc, en ses premiers quartiers, donc elle se lève au midi vrai à peu près, 14h. Elle culmine au coucher du soleil, mais là, c'est un peu plus tôt quand même. Il se couche plutôt à 21h31 et elle se couche au minuit vrai. Donc là, c'est carrément plus tôt, c'est 1 heure avant. Alors regardons, c'est qu'elle est bas en latitude, elle descend hein, tout au long de la semaine, et basse aussi en déclinaison. Donc sa présence dans le ciel se réduit encore plus en raison, pour nous, dans l'hémisphère nord, en raison de sa latitude sud. Voilà, donc, ben, on va se mettre au début de la nuit, voilà, 21h30, le soleil se couche, la lune a déjà passé sa culmination, nous sommes ici le 25. Alors, revenons un peu plus. Revenons dans la nuit. On va revenir au 17, on va faire le début de la nuit, on va regarder nos planètes, pareil. Le 17 au soir. Non, plus tard dans la nuit. Voilà, le 17, un peu plus tard dans la nuit, on va se tourner vers l'est. D'abord, au début de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Scorpion culmine, l'étoile Antares, 22h30. Antares culmine, je réduis un peu, qu'on voit tout notre ciel. Le Sagittaire est levé. Là, on voit donc, si on se tourne du côté du nord, je me tourne du côté du nord maintenant, on va chercher l'étoile polaire. Mais on va d'abord repérer évidemment nos premières étoiles de la nuit. Je mets le zénith. Je reviens. Donc, il y a Vega du côté sud-est et Arcturus au sud-ouest. Alors, je mets le sud à peu près au milieu. Voilà. Voilà, donc au début de la nuit, si on se tourne vers le sud, on a très haut à gauche Vega et un peu moins haut à droite Arcturus. Donc ça, c'est les deux premiers phares à s'allumer dans le ciel. Et après, on voit se dessiner donc le grand triangle de l'été, Vega, Deneb du cygne qui est là, et Altaïr de l'aigle. Altaïr, donc, qui passe au méridien à la minuit je ne sais plus quel jour je vous ai dit, mais enfin cette semaine. Voilà, on va se mettre à la minuit, 23h30, 0h30, 1h30. Voilà, bon, ce sera 1h57 chez nous. 58, Altaïr passe au méridien, culmine donc à 57 degrés de hauteur, je crois. 54 degrés de hauteur pour la latitude 45 nord, toujours 54 degrés de hauteur, la hauteur de culmination de l'étoile. Seulement ce jour-là, elle passe au méridien pile à la minuit. C'est elle qui marque la minuit. Donc, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles filantes hein, du côté de l'Est. Bon, ici, nous avons le radiant des alpha capricornides, donc devant le Capricorne, au-dessus du Sagittaire. Le radiant des delta aquarides sud. Ici, il y a le radiant des Pisces austrinides, du poisson austral, où il y a l'étoile Faux-Maillot qu'on voit bien un peu plus tard dans le ciel, qui se trouve en dessous de Saturne et qui permet, bon, ben, les deux là permettent de bien repérer la constellation du Verseau, donc qui se lève, qui est levée au milieu de la nuit.
Et donc, au milieu de la nuit, on a Pégase qui est levée, elle se lève en début de nuit, et les poissons en dessous qui s'élèvent. Si on se tourne vers le nord, on voit d'abord Persée qui apparaît au nord-est. On voit la Grande Ourse, on est au milieu de la nuit, hein. La Grande Ourse qui descend du côté de l'ouest, elle descend bien bas. Dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, nous avons Arcturus, donc du Bouvier, qui est bien descendu depuis tout à l'heure, et je reviens un petit peu en arrière dans le temps, et Spica de la Vierge, donc qui se couche à 0h54 le 17, donc les étoiles le lendemain à 0h50, le lendemain à 0h46, etc. Puisque chaque jour, les étoiles se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Je reviens sur le nord, on va faire un petit tour au zénith. Enfin, on va grimper par le nord, il faut choisir dans quelle direction on grimpe au zénith. Donc, du coup, on met l'étoile polaire devant nous. Et si on regarde, et du coup, voilà, si on est allongé comme ça, donc on a vers le sud, si on a l'étoile polaire ici, au-dessus de la tête, enfin en vision plutôt, donc en fait je devrais même la mettre dans l'autre sens. C'est peut-être encore mieux, je la mets tout en haut, si j'y arrive. Elle est bien la petite. Ou c'est pas facile de le faire tourner. Même, hop, on descend. C'est pas très évident. Alors je la mets en bas, c'est parce que c'est plus commode, hein. Alors vous vous tournez du coup vers le sud. Et donc, on a au sommet du ciel Vega de la lyre, la tête du dragon avec l'étoile Fawaris dont on a déjà parlé la semaine dernière. Iota d'Hercule, non, c'est Iota d'Hercule maintenant. Oui, c'est elle, qui passe carrément au zénith pour notre latitude, 45 nord à peu près. Et donc, Hercule, voilà. La brillante Vega de la lyre, le losange que forme la tête du dragon avec Iota d'Hercule qui passe au zénith et le trapèze d'Hercule. Voilà, une fois que vous avez trouvé Vega, vous pouvez chercher la tête du dragon avec le losange et le trapèze d'Hercule qui sont un petit peu moins brillants, mais après vous les repérez facilement. Nous avons donc le cygne, nous avons la petite ours et le dragon qui sont au plus haut. Et la grande ours, donc, qui descend. On va regarder ce qui se passe en fin de nuit. Ceux qui se lèvent, donc là, nous étions au milieu de la nuit. Et donc, d'heure en heure, se lèvent, donc d'abord nos planètes, hein. Saturne qui se lève maintenant 23h25, donc aux alentours de 23h15, puisque chaque jour, elle aussi, c'est plutôt que la veille. Une heure plus tard, bon, il y a Neptune qui devient observable. Voilà, elle se trouve par ici, la pile dessus. On va grossir un peu pour la trouver. J'enlève la grille zénitale, azimutale. Et je pointe sur Neptune. Donc Neptune, vous repérez le grand carré de Pégase, donc qui s'élève. Vous avez Saturne aussi qui va vous servir de point de repère. Là, il est 3 heures du matin. Ça commence à être la bonne heure. Vous pouvez observer Neptune. Donc, vous repérez la tête des poissons à 3 heures du matin, c'est là qu'on les voit le mieux, sous le carré de Pégase. La nuit est assez noire, car les étoiles sont tout un peu faibles, hein. Les étoiles de la tête des poissons, quand c'est parmi les plus brillantes, c'est magnitude 4, donc ou environ. Donc, il faut un bon ciel. Après, vous repérez ce petit losange, là, avec des étoiles de magnitude 5. Là, il vous faut un peu les jumelles, sauf si elle est bien pure. Et voilà, à peu près ici, là voilà, Neptune, parce que tous les jours, elle change un peu de place, donc je grossis un peu plus. Et là, vous pointez votre instrument, et dans un champ de 4 degrés ici, déjà, vous pouvez la repérer, puis vous grossissez pour l'avoir bien au milieu, voilà. Donc, sa magnitude 7-8 à peu près. Et là, vous avez une étoile de magnitude 5-4, donc ça, c'est visible, limite à l'œil nu, plus facile aux jumelles. Et là, une autre étoile de magnitude comme Neptune. Voilà pour Neptune, donc.
c'est une bonne période, hein, pas de lune, excellente période pour observer Neptune en fin de nuit. Nous avons ensuite Jupiter, là, il n'y a pas de problème pour la remarquer. Jupiter se lève à 1h47, donc aux alentours, entre 1h30 et 2h cette semaine. Non, entre 2h et 1h30, ça diminue. Elle est donc devant la constellation du Bélier. Et après, dans le sillage, pas loin, il y a Uranus également. Alors, on va grossir un peu. Uranus est là, voilà. Pas loin des Pléiades, presque à mi-chemin entre Jupiter et les Pléiades. Donc, sous la queue du Bélier, tout près des Pléiades. Donc, il faut repérer repérer les Pléiades, repérer ce petit motif d'étoile. Voilà. Bottin, c'est constellation du Bélier, magnitude delta du Bélier. Voilà, Uranus se trouve là, donc pareil, excellent moment pour observer Uranus avec un instrument, puisqu'il n'y a pas de lune. Bon, si vous êtes très fort en photo, vous pouvez faire une photo d'Uranus avec ses lunes. Alors bon, c'est pas à la portée de tous, je sais bien, donc revenons sur Jupiter dans le ciel de fin de nuit également. Et voilà, je crois que je vous en ai dit beaucoup sur le ciel. Il ne faut pas que je vous en dise plus, c'est trop. Donc l'étoile Capella, quand on se tourne vers le nord, qui réapparaît, qui remonte du côté de l'est. Donc 3 heures du mat. Finissons la nuit et on va se dire à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin astronomique qui aura lieu le lundi également, lundi donc 24, lundi 24. Inscrivez-vous pour recevoir l'invitation et la confirmation de la date et de l'heure pour l'enregistrement. Et bon, bien entendu, je vous remercie beaucoup de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, de la partager avec vos amis, de la faire connaître, de m'aider un petit peu financièrement aussi. Vous le pouvez en me servant un petit Tipeee. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, finissons la nuit ensemble. Donc la nuit, on est sur la nuit du 17 au 18, puisque c'est par là qu'on commence. Allez, on va aller quelques jours plus tard, le 22, le 23, allez, le 23 juillet, jour où le soleil entre dans le signe du lion. 23 juillet, donc voilà, 4 heures du matin, Aldébaran du taureau se lève et 5 heures du matin, ça y est, c'est le début de l'aube avec l'apparition d'Orion, mais du coup qu'on ne voit pas encore, hein. Un peu, on verra au mois d'août. Voilà, mes chers amis passionnés du ciel, comme moi, je suis ravi de partager tout ce qui peut vous aider à mieux connaître et mieux comprendre le ciel. Alors, peut-être quelques images vite fait, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps en plus, car nous allons faire une soirée d'astronomie tout à l'heure. Alors, j'en ai mis quelques-unes que je mettrai dans l'article. Donc, une photo de la Lune, du pôle sud de la Lune, avec quelques petits détails, ce pôle sud où se concentrent un peu les projets d'installation lunaire, car on sait qu'il y a c'est relativement, c'est un site où on peut trouver de l'eau au fond des cratères, de la glace d'eau, et puis pour plusieurs autres raisons. Il faut se boire un petit coup. Une photo donc de Orionis 57 sur AstroSurf, la galerie d'AstroSurf. Du soleil, je pouvais vous en montrer plusieurs. Photographe du soleil. Oh, le soleil du 14 juillet, celle-là, on se la regarde. Soleil du 14 juillet. Non, ça, c'était la tâche. Alors, je reviens en arrière. Soleil
du 14 juillet par Silvietto, qui se trouve à La Réunion. Il y avait du monde comme tâche, hein. Ça s'est calmé là un peu, il y en a moins. Un peu moins de tâches que la semaine dernière, mais globalement, le soleil accroît son activité. Donc ça fait des hauts, des bas, mais globalement, ça monte. Donc beaucoup de tâches. Une magnifique photo de Saturne par Luigi Morone du 30 juin. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, la photo de Saturne, mais par Hubble télescope, donc qui prend l'infrarouge, et donc où les couleurs sont pratiquement inversées. Évidemment, ça met en valeur d'autres aspects de Saturne que nous ignorions jusqu'à présent. Je vous conseille de regarder les vidéos d'Hugo Lisoire pour l'actualité spatiale de cette semaine. Je vais juste vous dire les grands titres. C'est la mission indienne Chandrayaan 3, mission lunaire, et l'envoi d'une fusée au méthane réutilisable, donc qui grille le Starship d'Elon Musk qui a planté au moins à moitié son essai au mois d'avril, le 21 avril, donc qui est bien sûr sur les starting blocks pour un nouvel essai, mais les Chinois viennent semble-t-il, de réussir d'envoyer une telle fusée. Donc, suivez les vidéos d'Hugo Lisoire pour l'actualité spatiale et des découvertes et d'astrophysique. Il explique très bien et on est au courant de tout. C'est vraiment cool. Alors, nous restons sur cette photo de Saturne, une petite de Vénus par le même photographe, donc Vénus qui est en croissant de plus en plus fin. Là, la photo est du 27 juin, donc elle a un croissant beaucoup plus fin déjà, et on va bientôt plus la voir. Elle sera en nouvelle Vénus, donc plus rien à voir, le 13 août. Voilà des taches solaires, encore par le même photographe. Voilà, Luigi Morone. Et taches solaires en lumière blanche par un autre photographe, pour montrer un peu toutes ces. Il y en a beaucoup aussi, hein. On va grossir un peu l'image et je vais vous laisser sur ces taches solaires telles qu'on les voit si on met un filtre Millard à l'oculaire d'un télescope. Voilà comment on peut voir le soleil et compter les taches. Eh bien, les amis, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas, si vous aimez, n'oubliez pas de me le dire. Merci beaucoup, ça m'encourage et ça nous permet de continuer.